je vais rien vous dire de spécial, juste pour vous dire que bon, en France, ce qui se passe, bon, En Khadash Tachat Hashemesh, les goïms, il y a des gens, je sais pas Marco, mais il y a des gens qui sont étonnés de voir les poussées d'antisémitisme chez les goïms. Ils sont étonnés. Moi, je suis étonné de l'inverse, c'est-à-dire, je suis étonné quand, au début, tu vois, ils nous ont laissé les attaquer, machin. Je dis, c'est marrant, ils nous interdisent pas encore. C'est marrant, ils nous ont pas encore condamnés. C'est marrant, ils nous ont pas encore. Ils nous supportent pas. Pour rentrer dans la psychologie d'un goy, ouais, il y a toujours des gens bien partout, comme on dit. C'est pas que chez le charcutier qu'il y a des jambons. Mais Chez qui? charcutier. Mais en tout cas, globalement, c'est-à-dire, c'est pas de leur faute. Ils sont élevés dans une certaine culture où ils se méfient du juif, ils sont jaloux du juif, ou bien que c'est religieux. Le juif a tué leur représentant officiel de leur grande succursale. Maintenant, donc ils nous aiment pas, quoi. C'est-à-dire, imagine par exemple, nous, il y a quelqu'un maintenant qui a construit un pays, il s'appelle Amalek. D'accord? Amalek construit un pays, il fait des choses, etc. On va avoir une opinion positive envers lui. On va toujours le juger mal, d'accord. Alors, pour les chrétiens, ouais, les juifs, c'est Amalek. Parce que d'après eux, on a tué leur fils de Dieu, je sais pas quoi. Ouais. Donc pour eux, on a Amalek, quoi, Bekitsour. Quelqu'un qui est un petit peu religieux. Maintenant, celui qui n'est pas beaucoup religieux, mais il appartient à une culture occidentale, bon, bah, c'est pareil, quoi. Le juif, il profite, le juif, il pleurniche qu'on le frappe tout le temps, le juif. En général, s'il a été, comment dirais-je, bien éduqué dans sa société, il a des a priori négatifs envers le juif. Ouais. Donc, si c'était que ça, mais j'imagine que même pour d'autres peuples, pour d'autres situations, ils sont complètement manipulés par les médias et nous aussi. C'est-à-dire, si maintenant on est choqué par ce qui se passe en France, parce qu'ils sont manipulés par les médias et pas que par leur culture, nous aussi, c'est-à-dire on est manipulés par les médias. Alors choisis ton média, mais nous aussi on est manipulés par les médias. Donc il est difficile de critiquer des gens quand on vient, comment dirais-je, accomplir le même type d'erreur, quoi, d'être manipulé par les médias. Donc si maintenant on est choqué par les gens qui sont manipulés par les médias, alors la meilleure façon de se renforcer, c'est de se libérer des médias, parce que sinon ça se mord la queue. Tu énerver des gens qui sont manipulés par leurs médias et toi, tu es toute la journée sur les informations. Donc, il n'y a pas de tikkun. Chacun dans son bunker. Chacun dans son bunker. Nous, on a la chance d'avoir la Torah. On a la chance d'avoir les mitzvot. Et si on étudie la Torah correctement et qu'on fait les mitzvot correctement, on n'a plus tellement de temps d'écouter les informations. Parce que la guide, si on consacre 1 heure à écouter les informations, ouais, euh, il y en a qui consacrent plus de temps. Mais imaginons qu'ils consacrent 1 heure, alors il y a deux problèmes. Premièrement, c'est du temps de perdu au moment où il écoute des informations, mais c'est aussi des soucis. Des C'est soucis. anxiogène, c'est anxiogène. C'est des soucis est-ce que ça sert à quelque chose? C'est-à-dire, ah, il faut être solidaire, il faut savoir, il faut être au courant. Mais concrètement, dans les faits, il y a des acteurs, il y a des spectateurs. Être au courant, c'est participer au monde des spectateurs. Mais Hachem, il nous a donné une chance extraordinaire par Torah et Mitzvot. C'est quand on fait une mitzvah, quand maintenant on prend sur le tiens, je vais étudier un petit peu plus et je vais fermer la télé, je vais fermer la radio pour réviser le chiot, pour truc, etc. Eh ben, j'ai sauvé un soldat, deux soldats, un blessé, deux blessés. C'est-à-dire, si on n'a pas des mounas, alors je peux pas vous transmettre un message intéressant. Mais si maintenant on a de l'émouna, faut savoir que c'est la base de notre émouna, que Berukota et Teleru, Vetiu Amelim Batora, alors il y aura la paix. Alors, bah, arrête. Il y aura la prospérité. On parle de l'inflation, les prix, les machins. Berkoukota et Téléroux, ça solutionne tous les problèmes. C'est pas marqué. B radio Tishmeou. B média Titbalbelou. Ouais. Donc, faut pas s'embrouiller parce que
depuis que le monde existe jusqu'à la fin, il y aura toujours les mêmes problèmes. Ceux qui se laissent embobiner par les vagues, ouais, et ceux qui restent attachés à la Torah, comme le lendemain du Mahamad Arsinaï. C'est quoi le lendemain du Mahamad Arsinaï? Au moment du Mahamad Arsinaï, du don de la Torah, l'âme Israël a pris conscience qu'il y avait une relation directe entre tout ce qui se passe dans le monde et les mitzvot et les avérotes que nous accomplissons. Mais une relation directe. C'est pas que ça décante, ça met du temps, c'est un paramètre. C'est le seul paramètre. C'est le seul paramètre. D'ailleurs, ils sont morts par le Mahamad Arsinaï, parce que quand maintenant tu prends conscience que tout ce que je fais a une influence dans ce monde-ci et dans l'au-delà, tu n'as plus de libre arbitre. Tu n'as plus envie de faire d'avérot, tu vas faire que des mitzvot. Quand tu n'as plus de libre arbitre, il n'y a plus de raison d'être. Donc, leur neshama, elle est sortie du corps parce qu'il n'y a plus de libre arbitre. Hachem, il a remis dans le corps avec une petite couche d'oubli. Petite couche d'oubli. Cette petite couche d'oubli, c'est ça qui rétablit le libre arbitre. Mais nous, on est en train de travailler, en train de faire le Kriyat Shema, en train d'étudier la Torah, d'écraser cette couche-là d'oubli. Que ce que je fais a des implications directes. Donc moi, la nuit dernière, je me suis fait une crampe à la jambe, ça m'a fait mal. Et hier, je me suis éclaté le pied en prenant la douche. Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai pu faire qui a entraîné ça? Qu'est-ce que Pourquoi à la même jambe? Quel avéra j'ai pu faire? Quelle mitzvah j'ai oublié de faire? Si tu es dans la radio, tu es dans la télé, dans la truc, t'as pas de liberté de réflexion. Tu es dans le troupeau. Troupeau. Donc, quelqu'un m'a demandé de parler d'actualité, mais j'y sais, c'est la dernière chose à faire. Donc, j'ai compris sa raison, c'est justement pour spiritualiser ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pas, je critique pas son intervention, mais je viens juste dire que nous, quand on rencontre un ami et qu'on parle d'actualité, quelque part, on participe à la machine maléfique. Parce que ça sert à rien. Tu vas voir un ami, ouais, tu vas voir un ami, et que tu as étudié le sujet, tu sais, avant la tefila, il faut se laver les mains, etc. Tu partages, j'ai marqué qu'il y a deux personnes qui sont en chemin, ouais, il faut qu'ils partagent des livrets Torah, il y a marqué. Ouais, marqué, quand on est à table, il faut livrer Torah. Si maintenant deux personnes sont assises et ils étudient la Torah, arrêtez Moshav Letzim, ouais, etc., etc. Et les Letzim, comment dirais-je, les moqueurs, ça fait partie des 4 groupes qui ne reçoivent pas la Shrina. Donc c'est des choses qui sont assez graves. Donc concrètement, hein, il y avait Albert Einstein, il a dit une phrase intéressante. Il a dit que l'abruti se définit par celui qui quoi qui? L'abruti. Hein? Par celui qui commet les mêmes erreurs en pensant que ce coup-là, ça va marcher. Par exemple. Tu as vu que ça marchait pas. Pourquoi tu recommences? Non, mais là, ça va marcher. Mais tu as vu que ça marchait pas. Pourquoi tu recommences? Ouais. Donc, l'histoire se répète sans arrêt. On fait ça parfois la faute avec le. L'histoire se répète sans arrêt. Ouais. De croire que on peut s'en sortir en faisant un peu de Torah, un peu de ci, un peu de ça. On voit quand tu fais un peu de Torah, petit à petit, tu es submergé par les pôles d'intérêt que le monde il est en train de t'absorber. Il y a plein de choses. On est attiré par ce qui est dans le monde. On est attiré. Il y a les plaisirs, il y a l'actualité, il y a plein de choses qui nous attirent. C'est naturel. On n'a pas besoin de se travailler pour les ch'tiotes. Ça nous attire naturellement. Ouais. Et quand on ne fait pas un effort colossal de s'intéresser à Torah et Mitzvot, alors naturellement, on est déséquilibré. C'est comme maintenant, t'es sur un radeau, ouais, un jour où il y a beaucoup de courant. Si tu ne rames pas, c'est sûr que tu vas être déporté. C'est sûr que tu vas être déporté. Et au large. Et si tu rames pas vite, tu vas être très très loin au large. Et tellement loin qu'après, si tu veux ramer, tu vas t'épuiser. Donc, au moment que tu vas te fatiguer, tu vas te déporter. Donc, tu vas jamais pouvoir revenir sur la berge. Jamais. Alors que si tu réagis au plus vite, alors c'est vrai qu'il y a du courant. Mais comme tu as ramé au bon moment, que tu as encore des forces, tu vas arriver à la berge. Le Lamazé, il est comparé à une mer. Et on est dans un bateau. Si on rame pas, on est naturellement déporté, on est naturellement projeté
vers des horizons, ouais, auxquels il n'y a pas tellement de moyens de revenir. C'est très compliqué. Il ne faut pas croire que toute situation, toute avération qu'on fait, on peut revenir à ce qu'on était avant le moment où on a fait Navéra. Ouais. David Ameller, dans certains témoins, il prie que Hachem ne lui enlève pas la possibilité de faire choix. Des fois, quelqu'un, il a exagéré, et Hachem, la punition qu'il lui donne, eh bien, je t'enlève l'envie de faire tchouva. Le mec, ça devient une vache. Ah bah, il se complaît dans sa petite radio, sa petite bouffe, son petit sport, sa petite famille, il se complaît. C'est quoi l'envie de faire choix? C'est des fois, tu te regardes, tu dis, mais c'est quoi ma vie? C'est bidon. On ne vit pas que pour ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Bah, des fois, on se pose des questions, on vit pas que ça. Ça, c'est Hachem qu'on a des impulsions pour justement que on ne se noie pas dans les sables mouvants du matérialisme qui vient, comment dirais, réjouir des milliards de personnes sur Terre. Et nous, l'âme Israël, au bout d'un moment, on a un écorement de ce matérialisme. Mais si quelqu'un est rebelote, il s'éloigne, au bout d'un moment, Hachem le laisse se complaire dans ce matérialisme. Il n'a plus d'éveil, il n'a plus de mauvaise conscience, il n'a plus de remise en question. C'est la pire punition qu'un homme puisse avoir. De ne plus être gêné par la dérive que nous laissons opérer en nous. Au bout d'un moment, mais qu'est-ce que je fais? Je perds mon temps, je perds mon truc, machin, etc. Ça, c'est une impulsion divine pour nous faire tchouva. Donc, cette impulsion, elle est importante, mais même si on a de temps à autre cette impulsion, sauf, si on réagit 1 ou 2 jours à cette impulsion et qu'on laisse les courants nous déporter au large, c'est très compliqué de faire quelque chose de notre vie. Parce qu'une fois de temps en temps, j'ai une impulsion, je réagis 2 jours, mais je tiens pas bon à cette impulsion. Quand j'ai une impulsion comme ça, allez, je me recrée, pas demain je vais au chiour, demain truc, je me recrée un emploi du temps. L'impulsion, elle est là pas pour faire un acte symbolique, pour changer mes habitudes de manière durable. Parce que les impulsions, on ne les a pas tous les jours. Donc si on fait juste le lendemain un petit truc symbolique, ouais, je vais faire ça, je vais arrêter de faire ça, etc. Mais je reviens de plus belle, ben ma vie, elle est constituée de 15, 20, 30 jours qui en valaient la peine sur toute une vie. Ça passe très vite. Si on avait de la mémoire et qu'on faisait un bilan, et rêve Rosh Hashanah, sur tous les jours, où on est à la hauteur des valeurs que nous voudrions incarner, ça ne nous mettrait pas dans l'ambiance de manger avec appétit les simanimes de Rosh Hashanah. Donc, il faut être optimiste, il faut être positif, mais il ne faut pas répéter les mêmes erreurs en pensant que ça va marcher ce coup-là. Oui, mais le problème, Rav, c'est que C'est pas un dialogue. Il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Quand maintenant on vient avoir un petit réveil et retomber, et après coup, dit c'est dommage, ah, c'était ridicule, c'était symbolique. Pourquoi la fois d'après qu'il y a une impulsion, on ne vient pas métamorphoser notre emploi du temps? On répète à chaque fois toute notre vie, on va répéter les mêmes erreurs. Ça s'appelle un abruti. L'autre fois, tu as essayé de faire un petit effort. Tu as vu qu'il a été noyé dans les pôles d'intérêt qui nous assaillent en permanence. Donc, ça ne suffit pas un petit acte symbolique. C'est enclencher une machine, un bulldozer pour faire face à ces courants énormes. Quand maintenant tu veux te dégager de l'atmosphère de notre belle planète, il faut, tu as vu les réservoirs, les, 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 comment dirais-je, les réacteurs qu'ils mettent, c'est énorme. Après, quand tu es comment dirais-je, dans l'atmosphère, enfin dans l'espace, il y a des petits coups de gaz comme ça qui font tourner à droite, à gauche. Il n'y a plus besoin de beaucoup d'énergie. C'est ponctuel, ponctuel. Si on arrive à se créer un emploi du temps, il va être difficile à créer cet emploi du temps. La Torah, là, c'est essentiel, les mitzvot, c'est essentiel, la famille, c'est essentiel, le recette, c'est essentiel, etc. C'est des gros réacteurs qu'il faut mettre en place un jour dans sa vie. Et c'est quoi ces gros réacteurs? C'est sortir de l'atmosphère du bon, on verra, ça va, je fais ce que je peux, c'est déjà pas mal. Ça, c'est l'atmosphère qui nous rattrache au sol. Il faut créer une dynamique, ouais, de subordination, un emploi du temps où on est limite épuisé. Alors des fois, on craque, on se repose un peu. Mais l'emploi du temps, il ne doit pas être confortable. Il doit être fatigant, l'emploi du temps. Et des fois, on craque. C'est pas grave de craquer. Des fois, on a un coup de barre, on va prendre un jour, mais au moins, ce jour, on a craqué. Pendant un mois ou deux,
Bon, Hachem, on a bien profité. Mais si on s'écrit un petit emploi du temps, bon, Hachem, on est en forme, ça va, j'ai ma petite Torah, mon petit truc, mon petit café, ma petite rencontre, etc. J'ai une vie confortable, etc. Alors, c'est pas un rachat, le mec. Ça s'appelle pas un rachat. Bon, Hachem, il fait Shabbat, je Kacher, il étudie un petit peu. Ouais. Mais il est, il appartient à un troupeau et il ne jouit pas des fruits de la Torah. Pour jouir des fruits de la Torah, c'est uniquement dans l'abnégation. Uniquement. Une petite Torah sympatoche, ouais, comme ça, ponctuelle, oh, c'est bonne conscience, on a appris des trucs, je ne me rappelle pas trop, mais pour vraiment pénétrer dans une dimension, mais olam haba, c'est quelqu'un qui commence à réviser, être méthodique, et il a des pensées dans la journée, ah, c'était quoi ça? Et comme on avait dit, etc. Il a pénétré, ouais, dans la dvékout Bachem. Il est déjà en orbite. C'est fini. Il n'est plus sans arrêt en train de retomber, retomber, retomber. À des moments, il doit attendre une petite livraison d'essence, même qu'il est dans l'espace. Il a besoin d'un petit peu d'essence pour se diriger. Mais il est sorti, il est déjà dans un autre monde. Ukvar olam acher legamre. Et tous les efforts que nous faisons, et c'est difficile de se lever le matin pour la tefila, c'est difficile de se retenir de ne pas faire talavera, et c'est difficile de venir au shiur, et c'est difficile d'avoir des midot tovot, et pour avoir du shalom bayit, éduquer nos enfants. Donc on fait déjà tellement d'efforts. Et le plus qui va faire de nous un ben olam haba, c'est pas 200% en plus. Des fois, c'est 10% en plus. Mais c'est ça qui fait toute la différence. Ce 10%-là, on les accorde à des ch'touillottes, à la télé, à la radio, au bavardage inutile. C'est 10 minutes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps quand on est père de famille et qu'on travaille, qu'on va faire. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est 10% en plus qui font toute la différence. Est-ce que tu es assujetti à Kadosh Baruch Hu, ou tu fais ce que tu peux pour pas être puni? C'est pas du tout la même façon de voir les choses. Ces 10% là, est-ce que je vais réviser? Est-ce que maintenant non, je vais faire la place dans la tête. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle chose je vais faire pour faire plaisir à ma femme? Quelle chose je vais faire pour faire plaisir à mon fils? Quelle chose je vais faire pour faire plaisir à mes parents? De faire preuve de créativité, d'initiative, de don de soi. Moi, je dis, bon, ça va. Ma femme, elle n'est pas fâchée. Mes parents, ils sont pas vexés. Le beauf, quoi. Non, ça va, beauf. 10%. Des trucs. Dommage. Faire ta colle. Je vais donner juste un petit exemple. Ouais. Quand on était à l'école, d'accord? On était à l'école. Je sais pas, à l'époque, c'est quoi, 7, 8 heures par jour C'était long, on te rappelle? Oui. C'était long, ouais? D'accord. Donc, t'es quand même 7, 8 heures par jour. Le mec, il prenait pas 1 heure et demie à réviser par jour, c'était un cancre. On est d'accord ou pas? Celui qui prenait 1 heure, même 1 heure de révision, ouais. Alors, la petite heure qu'il a fait qu'il n'a pas perdu 8 heures. C'est pas shoot, non? Tellement d'heures t'as passé à l'école, c'est dommage. Ça sert à quoi? Il y a des mecs, ils ont fait donc 7, 8 ans, 10 ans d'études, ouais, mais ils connaissent rien à rien. Des ignorants sur tout. Parce que c'est le 10% qu'ils n'ont pas voulu mettre. Est-ce qu'on veut être des ignorants en Torah? Parce que dans la Torah, Rachid nous rapporte Razal, il n'y a pas de demi-mesure. C'est quoi Birchukotet et les roues? Birchukotet, c'est faire les lois, ouais. C'est pas faire du zèle. Ishmor alachok, c'est faire du loi. Vas-y, Birchukotet et les roues. Aller selon les lois, c'est d'être Amel Batora. L'abnégation dans l'Imut Torah. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a beaucoup de Bachouri et Shiva qui n'ont pas réussi leur expérience dans les Yeshivot parce qu'ils n'ont pas essayé de faire plus que ce qu'il y avait dans l'emploi du temps. C'est pas tout le monde qui peut étudier du matin au soir. Ça, c'est Yetzera qui parle. Parce que tu es complètement hors sujet. Non, non, non. Tu es complètement hors sujet. Je suis en train de parler de Orel, Azout, Rechov Ben Gurion, Shloshim Beshalosh. Ouais. Théodazout, Shalosh, Shalosh, Ramesh, 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 Sheva, Shmone, X. Et donc, je suis en train de parler d'un truc de Torah que tu es le matin entre 1 heure et 1h18 par jour. Ouais. Si maintenant tu ne te prends pas un moment pour réviser, c'est olair les boudes. Zakol. Zakol.
C'est ça que tu dois retenir pour toi. Celui qui peut étudier plus, alors plus. Mais il n'existe pour personne une exemption de réviser. Parce que Amal à Torah, ça concerne tout le monde, c'est écrit dans le Chumash. D'être spectateur d'un shiur, c'est pas Amal à Torah. Non. Amal à Torah, il commence quand tu es face à ton livre, quand tu es face à tes notes, quand tu es face à l'enregistrement que tu essaies de remettre de l'ordre. Amal à Torah, quand vous venez au shiur, ouais, il y a même une marloquette, est-ce que vous accomplissez le mitzvah limut Torah? D'après le Shulchan Arav, limut Torah, c'est quand tu parles, pas quand tu écoutes. Limut Torah, c'est quand tu reprends ton limut, d'après le Shulchan Arav. Là, tu écoutes, c'est ce qu'on appelle Ercher Mitzvah. Quand tu vas au magasin pour acheter des tefilines, tu n'as pas encore accompli la mitzvah, il faut les mettre après. D'accord? Là, tu es en train d'acheter les tefilines. Il faut les mettre après. Il faut les mettre après. On dira alors, ça ne sert à rien si je ne révise pas à devenir. Ce n'est pas complètement faux, mais c'est faux. Parce que peut-être un jour, tu auras un déclic. C'est comme le mec, quand il prie, il rêvasse, il a du mal à concentrer. Ça ne sert à rien de prier. Continue à prier, peut-être tu auras un déclic. Reste dans le cadre. Reste dans le cadre. Petit à petit, tu vas encore entendre des choses, t'habituer à certaines idées. Donc, ça va te donner encore plus de motivation, plus d'outils intellectuels pour plus facilement réviser. Mais c'est ça le but. Le but, et je le dis depuis que j'ai ouvert ce Beth Midrash, le but de ce Beth Midrash, c'est de vous donner les moyens d'étudier. C'est pas d'étudier. Étudier, c'est après. C'est juste pour donner les moyens d'étudier. Uniquement. On oublie tout. Vous vous rendez pas compte qu'on oublie tout? Même quand on révise, on oublie tout. Mais là, on a un alibi. Quand on n'a pas révisé, on n'a pas d'alibi. Oui, mais Rav, j'ai les enfants, j'ai le travail, j'ai le machin. D'accord. Si la personne, après le shiur, il travaille, il s'occupe de sa femme et ses enfants, il regarde jamais la télé, il regarde jamais les informations, il discute jamais des ch'touillottes, il est pas tout. Pas tout. Même pas, hein. Le problème, c'est les moments où, mais Rav, mais j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Mais tu n'as pas besoin d'être épanoui dans la Torah aussi. Pourquoi c'est pas dans la liste des besoins? Alors, c'est la seule chose qui nous restera après 120 ans. C'est dommage de s'investir dans des choses qui auraient complètement disparu dans notre vie éternelle. C'est dommage. Donc, il faut consacrer un peu de temps pour l'éternité. Comme dit Chaim, personne n'est jamais revenu de là-bas. Mais une fois quelqu'un m'a dit ça, qui te dit que c'est vrai? Personne n'est jamais revenu là. Je lui ai répondu, mais imagine, c'est vrai. Donc, c'est sûr, tu n'as pas celui qui n'y croit pas toi, Chaim, bien sûr. Toi, imagine, c'est vrai, tu as grillé ta vie, tu n'as rien fait, etc. Comment tu prends le risque? Imagine, c'est vrai. Je te donne un verre, je dis peut-être c'est de l'eau de Javel ou de l'eau. Ouais, je bois, on ne sait jamais, c'est peut-être de l'eau. Ah, peut-être qu'il n'y a pas d'eau là-bas, je vis ma vie. C'est peut-être de l'eau de Javel aussi. Comment tu prends un risque? Voilà, donc j'ai pas parlé d'actualité. Je quitte. Ouais, chaque pays dimanche là. Hein? Ouais, chaque pays dimanche là. Non, fais ce que tu veux. C'est moi, j'ai pris avec le temps, comment dirais-je, de la patience. Ouais. Que si quelqu'un il veut pas le faire, c'est que Voilà. il doit avoir des raisons. J'ai jamais réussi à prendre des notes. Non, regarde, je t'explique. Euh, il y a aussi révisé par les petits enregistrements. D'accord? Maintenant, l'idéal dans la révision, pour vraiment qui veut être Yotse Dechova, les mitzvah minamufrar, l'idéal dans la révision, c'est quoi? Je vous pose une question. C'est quoi l'idéal dans la révision? Hein? Savruta. Oui, mais Rav, j'ai pas le temps, j'ai pas le truc. Vérifie si t'as pas le temps, premièrement. Est-ce qu'il y a du temps de perdu? Première chose. D'accord? Deuxièmement, Shabbat. Oui, mais Shabbat, la famille, le truc. Ah non, je t'ai pas dit d'étudier pendant 6 heures. Il y a un mec à la communauté qui a un peu étudié, machin. Lui aussi, il fait trop de sieste, il mange trop, il est trop en famille Shabbat. Il a complètement matérialisé son Shabbat. Étudier, il y a marqué dans le Talmud du Yerushalmi, le Talmid Chacham à Shabbat.
il dort, il mange, et celui qui n'a pas le temps d'étudier la semaine, à Shabbat, il étudie beaucoup. C'est-à-dire Shabbat, c'est un jour différent. Celui qui n'a pas beaucoup l'occasion d'étudier Shabbat, donc c'est l'occasion d'étudier Shabbat. Celui qui n'a pas beaucoup l'occasion de se reposer la semaine, ouais, et qui s'est bien rempli déjà de Torah et de Mitzvot. Shabbat, il se repose plus qu'à l'accoutumée. Car qu'à tout. C'est rapporté dans les poskim. Ouais. Donc, ça, faut pas aller étudier, abandonner sa femme et ses enfants. Encore une fois, il y a des gens, pas ici, mais dans d'autres cours, ils aiment bien poser une question extrême, pas ce que j'ai dit, pour repousser le message. Donc je dis d'avance, je suis pas en train de dire d'abandonner sa femme et de jeûner Shabbat. D'accord. On va bien manger Shabbat, etc. Des fois, le repas il dure 3h30, 2h30, c'est suffisant. Et on parle, et on grignote, et machin, etc. Alors, ceux qui ne s'occupent pas de sa femme et ses enfants, et que c'est le moment convivial, le repas, et que dès qu'on sort du repas, alors il n'y a plus tellement de rapport avec les enfants, alors ça peut être positif. On ne peut pas vous créer un mode de vie. Ouais. Chacun, il doit se poser la question, est-ce que Bémet, c'est trop? Est-ce que c'est adapté? Il faut faire preuve d'authenticité. Je veux dire, ça, après 2 heures, c'est assourd. Non. Pour certaines personnes, c'est très bien 3h30, parce que sorti de table, chacun, il est dans son coin. Là, ça permet de discuter, d'être ensemble, de partager. Et c'est peut-être ça que plus tard, l'adolescent, il gardera Shabbat à cause de ces bons moments. Donc, faut pas, comment dirais-je, dire, ah, voilà, faut pas trop manger Shabbat, faut pas trop. Chacun comme il est, mais il faut être authentique, il faut être honnête. Il faut trouver un moment Shabbat où on peut étudier. Mais si pour faire du chumash et des midrashim, etc., c'est bien joli, mais c'est-à-dire toute la semaine, tu as étudié un sujet, Shabbat, tu fais autre chose. Ce que tu vas faire Shabbat, tu vas l'oublier. Et ce que tu as fait la semaine, tu vas l'oublier. C'est dommage. Aurel, j'avais un copain à la yeshiva. Non, sans la main, Aurel. Enfin, bref. J'avais un copain à la yeshiva, enfin copain, un jeune bachour, que il était au Beth Amikdash jusqu'à 2 heures du matin, machin. Il faisait pas de sieste, travaillait comme un fou. Un Amaretz Gamour. On était dans une yeshiva où le Rav chez Bari, c'est un Garon Hatsum. Garon Hatsum. Ravuta du Rav Metzona Bashaul, Ravuta du Rav Od Yosef, du Rav Shlomo Zalman Auerbach, du Rav Eliashiv. Garon Hatsum. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait pendant. Il étudiait sans arrêt. Il voulait finir le chasse. Un abruti. Un abruti. T'as des shurim, ouais, extraordinaires, auxquels tu assistes, qui vont te donner les moyens d'acquérir une intelligence, une analyse, des connaissances. Et qu'est-ce que tu fais dans les Sdarim où tu n'es pas au chiot? Tu étudies autre chose. J'ai pas de doute que c'est pas un Tamid Racham aujourd'hui. J'ai pas de doute. Je suis sûr que c'est pas un Tamid Racham. Tamid Racham, il a l'angoisse d'oublier ce qu'il a étudié. Celui qui, dès qu'il a fini ce qu'il a étudié, fait autre chose, ben il s'occupe, quoi. Alors c'est bien qu'il s'occupe avec la Torah plutôt que avec les matchs de je sais pas quoi. Et il s'occupe. Il n'a pas les nerfs de faire l'effort de reprendre et de se casser la tête. Donc il avance. C'est facile de faire de la fayomi. Tu traduis, tu te casses pas la tête. Parce que tu t'attardes pas tellement sur les sujets. Tu as une vision comme ça, superficielle. Quelqu'un qui a un chiot extraordinaire et qui fait du Dafayumi, c'est Bitul Torah. C'est écrit dans les livres, c'est pas moi qui vous le dis. Bitul Torah Be'echut. Donc Shabbat, il dit, ouais, Rav et tout, Shabbat, j'étudie, je fais du Midrash, je fais du ci, je fais du ça. Mais moi, je ne peux pas réviser tout seul. Ah, argument que je peux comprendre. Réviser tout seul, tu peux pas, je peux comprendre. Donc, il faut que tu adoptes une méthode pendant le shiur à mieux écrire le shiur pour il reste quelque chose que tu puisses réviser. Même si sur une semaine, il y a quoi, une dizaine ou une vingtaine de lignes que tu as écrites, qui sont, c'est-à-dire les conclusions qui sont sorties du Limoud, il faut les relire. Moins tu auras écrit, plus tu seras coupable de ne pas avoir relu. Mais moi, ça va vite hein, de relire ce qu'on a fait la semaine. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va te raccrocher à certains trucs qu'on a étudiés, machin. Mais fais-le. Fais-le. Et comme il a dit Eli, le plus important, c'est Chavruta. Le plus important, c'est Chavruta. Quand on a Chavruta, on se replonge dedans, etc. Des fois, il est plus fort. Des fois, il est moins fort. Alors, si nous-mêmes, on n'est pas fort, on veut prendre quelqu'un de fort. Si nous-mêmes, on est fort, alors c'est mieux de prendre quelqu'un de pas fort. Comme ça, on doit tout réexpliquer, tout remâcher. Ouais. Donc, réfléchissez. N'attendons pas.
chas shalom, que le Hezbollah il commence à rentrer en guerre et que l'Iran elle commence à rentrer en guerre, chas shalom, lo alenu. Pour commencer, qu'est-ce qu'on fait, Raph? Qu'est-ce qu'on fait, Raph? Parce que dans la panique, c'est difficile de prendre de bonnes décisions. Dans la panique, c'est difficile d'établir un tel emploi du temps. C'est la panique, la femme, les enfants. Qu'est-ce que tu as commencé à sortir de la maison pour faire Rabota à ce moment-là? Ça serait trop tard. Ça n'arrivera jamais. Mais dans un cas de figure hypothétique, ça aurait été trop tard. Donc pourquoi attendre les malheurs pour donner à notre emploi du temps quelque chose où on est fier de notre emploi du temps? Parce que quand on va passer à cette vitesse supérieure, on sera fier de notre emploi du temps. On sera heureux quand on va au Beth Amikdash, qu'on retient des choses. Et on ramène, ah, on a vu ça là-bas, on a vu ça là-bas. On voit qu'on avance, on progresse. Que dans notre vie, la nuit, on a même des pensées de l'Imout Torah. Et dans la journée, on a des besoins encore d'étudier. On sent que maintenant, on s'est bonifié, on s'est spiritualisé, on se rapproche du but. Pas tout le temps ratatiner, tout le temps avoir des pâquerettes. Je fais ce que je peux pour le minimum syndical. Donc, quand tu me demandes de parler d'actualité, donc le message, c'est arrêtons d'écouter l'actualité pour libérer ces fameux 10%, pour bonifier les nombreux efforts que vous faites pour venir au Beth Midrash. C'est dommage. Ce petit pourcentage en plus viendra, comment dirais-je, c'est comme quelqu'un, il est parti très très loin, et il est allé dans un magasin très particulier, il y a des graines d'une qualité extraordinaire pour donner du blé incroyable, avec un goût super et tout. Il va chercher le blé, il revient, etc. Il paye l'avion, il paye le bateau, il paye le bus, il revient à la maison, etc. Il met la graine dans le sol et il n'arrose pas. Travaille tous ces efforts. Travaille. Ça, elle dit la Gemara. Celui qui étudie, ouais, et qui ne révise pas, c'est comme si celui qui plantait et qui ne récoltait plus. Ton champ, il est plein de blé et tu laisses pourrir. C'est la Gemara qui dit. C'est pas moi. C'est la Gemara qui dit. Mani assez. Mani assez. Moi, j'ai toujours cette angoisse-là de vous faire des sikoumim, des trucs, parce que même moi, quand je fais sikoum, ça permet de me rappeler, de faire réviser. Sinon, je suis en train de préparer une nouvelle souga. Aussi, j'ai le même problème. J'aimerais réviser. Mais quand je fais des sougottes avec des feuilles, des trucs, c'est beaucoup de travail. J'aimerais. Là, bientôt, je vais finir ma Sechet Sota avec un groupe. Ah, le plaisir, je vais refaire Brachot, je vais faire avec eux Brachot, je vais pouvoir réviser. Oh, j'attends ce moment. Mais quand j'ai un moment de libre, je commence pas à faire un truc. J'ai plein de questions dans la tête, j'ai plein de sujets qui me passionnent. Je me retiens. Je, je reste dans Brachot, je reste dans le sujet. Si je peux réviser, je révise. Si je peux préparer, je prépare. Mais je ne vais pas commencer à m'envoler dans un sujet à droite à gauche. Je peux pas. Actuellement, quand je fais du sport, j'écoute des enregistrements de shurim. Je n'ai pas trouvé des shurim sur les Gemara qu'on étudie. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'aurais aimé pouvoir approfondir, pouvoir réviser. Je n'ai pas trouvé. Pas trouvé. Alors j'écoute des shurim sur des sujets d'halakha très très vastes. Et qu'est-ce que je fais? Alors le Rav qui donne le shur, ça c'est intéressant. Ben, je réécoute 3, 4 fois. Il faut réviser même les shurs, t'écoutes. Je le réécoute le même shur. Pareil, écoute, les shurim d'halakha que t'écoutes, il faut les réécouter. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc j'ai une dizaine de shurim, je réécoute à chaque fois. Je réécoute, je réécoute. Ça, après, j'ai le plan hyper clair. Là, c'était la question, là, c'était la réponse. Soit il dit comme ça, le pneu il dit comme ça. Machin. Mais ça sert à quoi d'écouter des shurim? Alors, c'est vrai que c'est intéressant. C'est que si la première fois, c'est intéressant, tu découvres des sujets. La deuxième fois, c'est moins intéressant. On est d'accord que la deuxième fois, c'est moins intéressant. Mais quand tu as truqué 3, 4 fois et qu'on te parle du sujet, boum, 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 boum. T'as des fruits. Ça, les gens, des fois, ils veulent qu'on avance dans la Gemara. C'est intéressant, c'est un nouveau sujet, etc. Mais ça sert à quoi d'avancer? C'est une paresse. Ça dénote d'une paresse intellectuelle. Je n'ai pas envie de me casser la tête, j'ai pas envie d'approfondir. Viens voir un peu de paysage. C'est l'osé. Qu'est-ce qu'il y a dit? C'est pas de sa faute, Aurélien, il est très très fatigué, regarde. S'il n'avait pas sa main droite, sa tête, elle serait comme ça. Ouais. Que je te fasse un petit massage cervical. T'as fait une prise de sang, Aurélien, ou pas? Tu devrais prendre une prise de sang. Ouais. Mais il dit, mais je comprends pas, il est tout blanc, le sang, qu'est-ce qui se passe? Allez, les amis, on étudie un peu?